disais qu'on a eu affaire finalement à d'excellentes présentations, mais avec beaucoup de données denses, pas toujours faciles, à mon avis, de concilier. Donc, entre ce qui est pharmacologie et ce qui est importance du contexte environnemental, donc le côté placebo en quelque sorte, placebo activé, comme l'a dit notre ami David. Mais je veux dire, intégrer tout ça, c'est pas simple, mais il y a eu énormément de données donc, de présentées qui, j'en suis persuadé, vont susciter de nombreuses questions. Et vous n'avez pas encore eu l'opportunité donc d'intervenir après les interventions. Donc, on va commencer la table ronde par vous donner la parole. Et donc, je vous sollicite pour intervenir et poser des questions. S'il vous plaît, Président. On va commencer par moi, puisque j'ai une ou deux questions. En particulier, pour le professeur Mallet, vous nous avez beaucoup parlé d'alcool, mais les troubles obsessionnels compulsifs, c'est pas que l'alcool quand même, hein. Donc, par exemple, moi j'ai des connaissances de personnes qui passent leur vie à se laver les mains. C'est assez spécial quand même, parce que ça finit par poser des problèmes. Est-ce que ces médicaments peuvent aussi être utilisés dans ce cadre-là? Oui, alors donc, je suis désolé, je n'ai pas été assez clair. Oui, c'est des troubles compulsifs qui, à la fois, représentent les compulsions à consommer de l'alcool, par exemple, et les troubles compulsifs en eux-mêmes, qui sont dans le trouble obsessionnel compulsif, tout à fait pas du tout liés. Et effectivement, oui, ça concerne tous les troubles obsessionnels compulsifs potentiellement, c'est-à-dire les patients qui peuvent avoir des obsessions de propriété avec des lavages continuels ou des vérifications, ce qu'on appelle les patients vérificateurs, par exemple. Et donc, oui, moi, j'ai travaillé sur les TOC pendant longtemps, avec notamment des innovations thérapeutiques via la stimulation cérébrale profonde. Et donc, c'est un peu l'idée de dire qu'on se demande et on espère que les psychédéliques représentent une solution pharmacologique pour probablement moduler le même type de circuit et avoir un résultat positif. J'ai une deuxième question. C'est pas du tout mon domaine, hein, et j'ai probablement pas très bien compris, mais pour traiter les troubles dépressifs, il faut traiter en continu les patients, ou est-ce que c'est actif en one shot ou deux shots? Alors c'est actif en une seule prise. Aujourd'hui, donc la plupart des résultats dont on dispose sont après une seule administration, avec un maintien des effets qui sont estimés à plusieurs mois maintenant. Bien sûr, au-delà de ça, ça devient difficile de pouvoir évaluer aussi, je dirais, en comparant deux bras avec tout ce qui peut se passer en dehors de l'essai, mais c'est après une administration. Il y a des études qui sont en cours et dont l'objectif est de voir si la prise répétée, mais à plusieurs semaines d'intervalle, de l'ordre de 3 semaines, pourrait permettre soit d'améliorer l'efficacité, éventuellement de récupérer les patients qui n'auraient pas répondu à une première administration, de traiter les personnes qui auraient déjà rechuté. Donc on a de plus en plus maintenant d'études qui essayent de prendre en compte, qui sont un peu plus écologiques en fait, c'est-à-dire qui essayent de regarder si en effet des personnes qui auraient des symptômes qui auraient persisté ou qui seraient revenus peuvent être retraitées et quels bénéfices elles en retirent, en ayant un traitement qui soit adapté finalement à la trajectoire clinique des patients. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est en une fois et c'est du coup très différent de ce qu'on a avec les antidépresseurs habituels qu'il faut prendre tous les jours, attendre plusieurs semaines, quand on les arrête les symptômes reviennent, etc. etc. J'ajoute juste un point, c'est que dans pas mal d'études publiées, les patients ont dû arrêter leur traitement antidépresseur. Donc ce sont en plus des patients qui n'ont plus aucun traitement. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil de patient pour lequel on peut estimer ou avoir comment dire, l'intuition qu'ils ne vont pas répondre aux antidépresseurs classiques, mais qui vont répondre à ces molécules? Aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'on n'a pas ces données-là. En fait, il n'y a pas encore d'étude qui est fait, par exemple, déjà qui est comparé en face à face. Comme je vous l'ai dit, il y a un essai publié. Alors, ce qui serait de l'ordre de stratifier, voir quelles seraient les personnes qui répondraient plutôt à l'un, plutôt à l'autre, en fonction de quels paramètres, ou
d'avoir des algorithmes pour proposer un traitement ou l'autre, on en est encore un peu loin. Là, on est vraiment dans la phase où on essaye de confirmer cette efficacité qui a été observée maintenant à travers plusieurs études, hein, donc qui semblent robustes dans des perspectives d'autorisation de mise sur le marché. Et c'est ce type d'études qui cherchent vraiment à identifier les répondeurs, enfin, d'anticiper la réponse potentielle. C'est souvent des études qui viennent après. Et dans le cas de la kétamine, on utilise la kétamine pour les dépressions résistantes. Donc, chez des patients qui ont déjà été exposés à plusieurs antidépresseurs et qui ne répondent au moins à trois d'entre eux. Et donc, là, on sait que la kétamine peut être prescrite. On n'a pas ce genre de choses dans le cas des psychédéliques, pas classiques, comme la psilocybine, par exemple, actuellement? Ce qu'on a dans le champ de la recherche sur les psychédéliques, c'est des études chez des personnes qui n'ont pas répondu au traitement antidépresseur. Donc, par exemple, la plus grosse étude que je vous ai présentée là, avec le graphique, on voyait la diminution immédiate et durable, plus de 200 patients, etc. C'est chez des patients qui ont une dépression résistante, non réponse à au moins 2 lignes de traitement antidépresseur pendant 8 semaines. Pas trop résistant non plus, pas plus de 4 lignes de traitement antidépresseur, ce qui nous a pas simplifié les inclusions puisqu'on a été un des centres pour cette étude. Mais donc, on va dire une résistance intermédiaire de la dépression au traitement. Mais il y a également des données en première intention, donc chez des personnes qui n'ont pas forcément des critères de résistance. Et on a le même type de réponse. Après, souvent, les industriels, ils se positionnent d'abord sur la résistance et puis après au tout venant, parce qu'il y a quand même un espace, notamment en termes de comparateurs, qui est un peu plus porteur quand on se positionne pour des personnes qui ont déjà essayé des traitements et pour qui ça n'a pas marché. Alors justement, Luc Mallet avait cité tout à l'heure l'expérience en Suisse, notamment à l'hôpital universitaire de Genève, où l'accès au LSD, à la psilocybine, sont possibles dans un cadre de soins. À ta connaissance, le thérapeute propose la psilocybine ou le LSD. Alors il y a des cinétiques différentes, ça dure moins longtemps, c'est une organisation différente, mais est-ce que justement il dirige l'indication de telle ou telle molécule pour tel type de phénotype? Alors, ce n'est pas que Genève, hein, ça a été plutôt déployé avant tout en Suisse alémanique, hein, donc avant. Et bon, ça se pratique aussi en Suisse romande. Et donc, les thérapeutes sont relativement autonomes. En fait, ils ont accès à parce qu'il y a 3 substances qui sont délivrées par une pharmacie centralisée en Suisse et qui est sous le contrôle de l'université de Bâle sur la façon de les produire et qui sont la MDMA, la psilocybine et le LSD. Alors, en fait, pour l'instant, à ma connaissance, ils ne sont pas publier de choses qui permettent de formaliser quel choix ils font de telle ou telle molécule. Donc effectivement, la durée compte. Il faut savoir aussi qu'ils pratiquent par moment l'association de différentes molécules, notamment souvent, enfin, quand on discute avec les thérapeutes, les premières fois sous LSD, la deuxième partie de prise du LSD dans la journée soit accompagnée d'une prise de MDMA pour notamment contrer des fois des effets de deuxième partie de LSD qui peuvent être un petit peu plus challenging, difficiles sur le plan anxieux. Donc ils ont une petite cuisine, si je puis dire, qui se met en place, mais qui n'est pas du tout, qui n'est pas issue d'essais contrôlés ou de choses. On est dans autre chose. Et effectivement, je pense qu'il y a des choix de molécules qui se font. Je pense que c'est plutôt des choix de séquences. Si j'ai bien compris, beaucoup de ces thérapeutes commencent souvent par des premières séances avec la MDMA qui notamment assurent aussi la consolidation d'un lien thérapeutique. Notamment, on peut le penser par les effets en pathologie de la MDMA, tout simplement. Donc, pour le coup, c'est des praticiens psychiatres, médecins, formés, psychothérapeutes, voilà. Et puis, après, ils vont vers d'autres choses. Si j'ai bien compris pour eux, le fait de recourir le LSD est un peu considéré comme la troisième étape, possiblement la plus challenging, plus difficile. C'est aussi tout simplement, comme tu l'as dit, simplement parce que accompagner un patient au LSD, c'est l'accompagner pendant 10 heures, 8 à 10 heures, en tout cas 6 à 10 heures, alors qu'avec la psilocybine, c'est plus court, donc ça pose un certain nombre de choses. Ah. Ok. Et sur la Suisse, peut-être un petit point intéressant. Aujourd'hui, on a parlé en fait on appelle les thérapies assistées par psychédéliques.
effectivement sur un modèle qui est celui qui s'est imposé récemment, et qui des doses plutôt importantes de psychédéliques avec une absence d'accompagnement psychothérapeutique au cours de l'administration, avec l'intervention de Lucie, avec une préparation, un accompagnement minimal au cours de l'administration pour prévenir les effets indésirables, les crises d'angoisse, etc. Et ensuite des séances dites d'intégration. On va travailler à intégrer et renforcer les éventuels matériaux qui auraient émergé pendant l'expérience. En Suisse, il y a une autre tradition aussi qui s'appelle la thérapie, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui me semble tout à fait intéressante, notamment pour des perspectives futures, qui est ce qu'on appelle la thérapie psycholytique, qui consiste à administrer des doses beaucoup plus faibles de psychédéliques au cours de séances de psychothérapie. Et dans ces séances, il va y avoir donc une dose qui va permettre qu'on puisse échanger, parce que c'est vrai qu'avec 25 mg de psilocybine, c'est difficile de tenir une conversation. Donc là, avec des doses beaucoup plus faibles, et on va réaliser des séances de psychothérapie en direct sous l'effet du psychédélique. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'essais, enfin, il n'y a pas beaucoup d'évaluation de ces usages thérapeutiques des psychédéliques en cours, mais c'est aussi une tradition d'usage qui me semble intéressante pour le futur. Et alors ces petites doses, justement, et je rebondis sur la remarque qu'avait faite Lucie, sur le fait que les études, pour l'instant, ne montrent pas d'effet supérieur au placebo dans les microdoses. Alors on n'est peut-être pas dans la microdose. Voilà. Non. On n'est pas dans le microdose, on est plutôt dans les mini-doses, donc des doses après autour de 10 mg de psilocybine, pour vous donner une idée, ce qu'on considère comme une dose pleine dans les usages, dans les essais cliniques actuels sur Avec la un effet psilocybine. d'hallucination ressentie. Alors pas nécessairement. Pas nécessairement. Ouais, c'est ça. Pas nécessairement. Mais où il va y avoir des sensations d'abréaction, de catharsis, d'accès à des matériaux psychiques. Moi, je dirais que empiriquement, par exemple, quand ils utilisent 75 microgrammes de LSD, l'idée, c'est vraiment de se placer juste sous le seuil d'apparition de vraies expériences psychédéliques. Pour autant, les gens, on n'est pas du tout dans les microdoses. Il y a un effet qui est ressenti avec exactement ce que dit David, c'est-à-dire toutes les modifications cognitives émotionnelles sont là, en fait. Et ça dure combien de temps, en fait, à partir de la prise? Alors ça dépend des molécules. Enfin, on l'a précisé Oui. tout à l'heure. La DMT, c'est très court, hein, c'est 30 minutes à peu près, 15 à 30 minutes. La psilocybine, c'est 4 à 6 heures. La MDMA, à peu près pareil, mais la MDMA, c'est hors psychédélique classique. Et le LSD, c'est 8 à 12 heures, mais avec une montée, un plateau, et après une décroissance lente. Là, tu mets le doigt sur la difficulté d'intégrer ça à terme dans un soin, enfin dans une organisation psychiatrique telle qu'elle est, parce que c'est une critique qu'on fait souvent. C'est très bien les psychédéliques, mais si on les utilise tels qu'ils sont avec leur cinétique, c'est-à-dire qu'on doit bloquer un soignant pendant 6 à 12 heures, est-ce que c'est compatible avec le système psychiatrique actuel, quel qu'il soit d'ailleurs? Bah, oui, c'est effectivement une question. Après, je pense que la réponse va se trouver aussi dans les effets qu'on obtient, notamment en comparaison avec les traitements existants. Moi, je vous ai parlé d'équivalence à partir d'un essai. Il faut savoir qu'il y a quand même aussi pour beaucoup de personnes, la perspective d'avoir un traitement qui, en une fois, ait des effets durables est quand même assez alléchante. Et aussi avec cette dimension de psychothérapie, avec quand même beaucoup de patients qui aiment comprendre et qui ont la sensation de travailler assez différemment avec les psychédéliques par rapport aux traitements médicamenteux habituels. En tout cas, si on a une efficacité immédiate et durable, c'est-à-dire qu'on traite les gens en une fois pour plusieurs mois, on peut tout à fait aussi penser à un modèle hospitalier où, au lieu de garder les gens hospitalisés pendant plusieurs semaines pour on attend l'efficacité des traitements antidépresseurs, ce qui est la réalité des soins, parce que quand on a des gens extrêmement suicidaires, ils sont hospitalisés en attendant d'aller mieux, etc., etc. C'est sûr que si on arrive à les soulager en moins d'une semaine, on va réduire les durées d'hospitalisation, et d'un point de vue et de l'organisation des soins et des coûts, ça peut tout de suite être beaucoup plus intéressant. Au-delà même du confort du patient, dont on voit aussi immédiatement que c'est préférable pour lui d'être soulagé vite que lentement. Oui, on peut parler de révolution dans l'approche thérapeutique des maladies psychiatriques avec les médicaments, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la chronicité, parce qu'il faut tenir compte quand même du coût, effectivement, au long cours, avec des traitements qui sont quand même sur au moins une année, 2 ans, 3 ans. Et avec aussi peut-être avec en même temps des séances de psychothérapie nécessaires, oui, tout au long de la prise du médicament. Et un aspect qui me semble très singulier des psychédéliques par rapport aux autres traitements de santé mentale dont on dispose aujourd'hui, est que là où la totalité en fait, des traitements disponibles aujourd'hui visent à lisser
les symptômes. Avec les psychédéliques, on va avoir bien souvent une augmentation transitoire de certains symptômes, et avec en même temps, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais des dynamiques de prise de conscience, avec des effets de remémoration, de prise de conscience. Il y a des effets dissociatifs qui sont associés à ces substances, qui fait qu'il y a souvent rapporté la sensation de se percevoir de l'extérieur, de prendre conscience de nos fonctionnements, de l'origine de nos fonctionnements, notamment les fonctionnements répétitifs dont parlait Luc. Donc c'est presque des substances qui font de la psychothérapie aussi. Vous voyez, donc ça brouille beaucoup les frontières oui, non, auxquelles mais nous sommes habitués. la notion de flexibilité cognitive est majeure dans cette affaire. Moi, j'aimerais quand même revenir sur l'histoire de l'effet placebo. Dans la mesure où, bon, Alain Gardier est là, donc il pourrait fort bien intervenir sur ce sujet-là, c'est que ces drogues fonctionnent aussi chez l'animal, aussi bien chez le rat que chez la souris, dans les modèles de dépression, dans des modèles d'addiction à l'alcool, etc. Et non seulement dans ces modèles-là, mais il y a aussi d'autres ouvertures par rapport aux douleurs chroniques. Hein. On parle de fibromyalgie aussi qui pourrait présenter l'application de la psilocybine chez les patients qui malheureusement souffrent de fibromyalgie pourrait présenter un intérêt. Il y a aussi les troubles des conduites alimentaires, enfin ça a à voir sans doute avec les TOC ou autre genre. Donc, quand on a des modèles animaux de ces pathologies qui réagissent simplement à l'administration du produit, on ne change rien à l'environnement. Hein. Il n'y a pas de contexte favorable, sécurisant, etc., etc. Comment est-ce qu'on concilie finalement ces données qui sont purement pharmacologiques avec ce que vous avez fort bien démontré, tous les trois, enfin, savoir que le contexte environnemental joue un rôle déterminant dans non seulement l'intensité, mais même la nature de l'effet du psychédélique. Oui, alors moi je travaille aussi, j'interviens à l'hôpital Marmottan, dans le cadre d'une consultation que nous avons créée avec Psy autour des bad trips, c'est-à-dire des expériences difficiles associées aux psychédéliques. Et là, on voit bien quand même qu'à dose égale, à substance égale, le contexte d'usage peut vraiment transformer ces substances de potentiel thérapeutique à des substances qui posent des problèmes parfois au long cours, psychiatriques parfois assez lourds. Donc il me semble que effectivement, c'est une très bonne question. Comment on concilie ces données? En tout cas, cliniquement, ça me paraît assez clair que la question du cadre d'administration de ces substances est vraiment centrale. En tout cas, si on les conserve avec leurs propriétés telles qu'elles ont été décrites, voilà. Alors, Ça montre les limites du modèle animal. voilà. Dans la mesure où le modèle animal est bon, dans une situation lambda, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans une situation θ ou autre. Donc, c'est vrai que ça relance un petit peu la connaissance de ce qu'on a des effets pharmacologiques dans telle ou telle condition. Donc, ce qu'on observe chez l'animal ne signifie pas qu'il va y avoir une signification clinique. On peut dire ça. Ça peut éclairer une couche minimale peut-être de l'efficacité C'est thérapeutique. compliqué. Hein. Et les humains sont aussi, comme je dis à la fin de ma présentation, des êtres de l'âge, de symboles, et on ne peut pas complètement en faire Non, mais- l'économie. Ceci dit, au laboratoire, on a l'expérience quand même d'administration de molécules dont les effets dépendent, non pas en termes d'aller dans un sens plus ou moins, mais en termes d'intensité, en fonction de l'état de stress de l'animal. Hein. Donc là, il y a des choses très, très claires qu'on démontre. Mais ça n'est pas du même ordre que, évidemment, ce que vous avez rapporté. Mais on explique aussi, je pense que ce que vous avez dit, ça a un rapport avec finalement les festivals de type Woodstock ou Lil White, où effectivement le fait d'être ensemble, il y a fortement l'effet positif qui est majorité dedans et qui joue un rôle clé dans le ressenti de ces produits. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, d'ailleurs, il faut avoir quand même à l'esprit que tout ce qu'on voit là, l'intégration, la préparation, donc, ça paraît aujourd'hui très protocolisé, en fait, vient du savoir Et puis, expert des usagers, hein, qui en fait eux-mêmes n'ont pas attendu la médicalisation des psychédéliques pour pour les consommer. Et donc il y a effectivement un savoir des usagers qui a été utilisé de manière assez explicite, hein, d'ailleurs, par les personnes qui ont monté ces essais cliniques. Voilà, donc effectivement,
parfois les scientifiques redécouvrent la poudre. Mais Pour ne pas les oublier, j'ai deux questions sur le chat. La première question de Didier Rode. Sous quel délai serait-il envisageable que de nouveaux médicaments exploitant cette nouvelle classe puissent être mis à disposition? Je peux peut-être répondre. On a eu des résultats intermédiaires pour une étude sur la psilocybine dans la dépression résistante. Ce sont des études de phase 3, hein, donc c'est vraiment la dernière étape avant l'autorisation de mise sur le marché, avec des résultats qui étaient positifs, donc une différence significative par rapport au bras contrôle, etc., etc. Et un labo qui projetait, en fonction des résultats définitifs de cette étude qu'on aura, qui seront disponibles à l'automne, de faire une demande à la FDA. On sait que Trump a aussi signé des décrets pour accélérer la recherche sur les psychédéliques. 50 millions de dollars. Il a attribué 50 millions de dollars pour faciliter l'accès des services cliniques concernés à ces produits. Donc il est possible qu'il y ait des dépôts, des demandes d'autorisation en tout cas, qui soient faites d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Bien sûr, toujours en fonction des résultats qui seront obtenus. Après, le temps de l'autorisation de mise sur le marché, il y a quand même toujours un délai, et surtout pour que ça arrive jusqu'à l'Europe, il y a encore un petit délai supplémentaire. Mais finalement, on pourrait avoir, ça pourrait venir relativement vite, je dirais. C'est-à-dire préciser. Je sais pas, ça dépend des résultats. Moi, j'y crois pas beaucoup, mais bon. J'avais une dernière question, après on donnera la parole à la salle. C'est apparemment la cible de ces molécules, c'est la dépression, et 2, les troubles obsessionnels compulsifs. Est-ce que les attaques de panique sont aussi une cible? Oui, en fait, alors les indications, donc il y a la dépression, il y a l'addictologie, donc alcool, tabac, troubles obsessionnels compulsifs avec donc ces données préliminaires que nous a montré Luc. Il y a un autre champ qui est celui de l'anxiété, avec différents espaces d'expression de cette anxiété. D'abord, le contexte de fin de vie, donc en soins palliatifs. D'ailleurs, parmi les premières études publiées sur l'utilisation des psychédéliques, il y avait cette idée de pouvoir soulager des personnes en fin de vie à travers ces expériences aussi qui peuvent donner un regard un peu différent sur une mort qui approche, des résultats très positifs. Et l'anxiété après plus classique, alors pas tellement sous forme d'attaque de panique ou de trouble panique, qui est caractérisé par la répétition des crises d'angoisse, la peur d'en faire de nouvelles, etc., mais plutôt dans ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire une anxiété plutôt diffuse, des sujets de rumination, des troubles du sommeil, des manifestations physiques de l'angoisse qui sont très chroniques. Et on a d'ailleurs une étude en cours là-dessus à l'hôpital Sainte-Anne, avec effectivement donc le LSD et des résultats du premier volet de ce projet-là, de ce labo, qui ont été publiés l'été dernier, avec des résultats très, très favorables, de l'ordre de à peu près 50% de réduction des symptômes après la prise de LSD chez ces patients. Merci beaucoup. Donc la parole est à la salle. Alors, il y a un effet un peu d'entraînement, c'est-à-dire que dès qu'il y a une étude qui est publiée sur un produit qui montre des effets favorables, c'est vrai que les équipes ont tendance à plutôt creuser cette direction parce que c'est plus facile à tout un tas de niveaux pour obtenir l'autorisation parce qu'on a des données de sécurité pour aller dans le sens du vent. Enfin bref, donc il y a un effet d'entraînement, c'est vrai, et les premières études étaient sur la psilocybine et le LSD.
La DMT n'était pas hyper connue dans les années 60, donc on n'a pas tellement... Enfin, je pense qu'il y a eu aussi une part peut-être de l'Occident, mais ça, David pourra peut-être expliciter, mais c'est vrai que ça reste, je pense, un produit qui est quand même plus confidentiel par rapport aux autres substances. Et puis, l'expérience subjective de la DMT, elle n'est pas facile pour tout le monde quand même, hein. C'est-à-dire que, ok, elle dure pas très longtemps selon la modalité de prise, et puis c'est un peu différent, enfin c'est même assez différent pour la DMT et la 5-MeO-DMT, mais c'est quand même une expérience qui est décrite comme pouvant être très éprouvante et quand même moins, je dirais, moins douce, peut-être que celle qui est obtenue avec la psilocybine ou le LSD, moins euphorisant. Enfin, donc je pense qu'il y a aussi, au-delà de la temporalité des effets, quand même, la nature de l'expérience, quand même, les mécanismes pharmacaux sont assez proches et tout, est importante. Et il y a en fait des essais avec la DMT, donc ça commence à émerger. Peut-être que c'est le psychédélique qui remportera la mise pour cette raison de praticité. Mais il faut voir si c'est pareil, hein, je pense qu'on aura ce sera intéressant de comparer à un moment les différentes substances entre elles. Oui, et sur ces questions pratiques, logistique, de coûts, effectivement, tout le monde a ça à l'esprit et il y a eu aussi une idée qui émerge progressivement dans le champ qui serait tout simplement de faire du groupe, de faire des administrations de groupe avec des accompagnements de groupe ensuite, des intégrations qui se feraient sous la forme de groupes de parole, etc. Donc qui ressembleraient un peu à ce que j'ai décrit d'ailleurs, les rituels en Amazonie. Et là, évidemment, ce qui permet des économies d'échelle, à la fois en termes logistiques et en termes financiers. Moi, je rajouterai un ou deux commentaires sur votre question très intéressante. C'est le fait que je pense qu'il faudra montrer, et donc, bon, c'est ce qu'on disait, il y a des opportunités, ça prend du temps, c'est très compliqué de faire la recherche clinique, il faut quand même montrer, à un moment donné, est-ce que les effets de la DMT vont être durables? Comme vous l'avez vu, par exemple, d'un point de vue purement biologique, c'est spéculatif, mais si on s'en tient aux travaux de l'équipe de Guldollen, la fenêtre d'ouverture de plasticité, c'est-à-dire d'apprentissage social, elle est liée à la durée aiguë du produit. Donc on peut penser que les fenêtres ouvertes par le DMT sont extrêmement courtes en fait. Ils ne vont pas forcément permettre un travail élaboré alors c'est très spéculatif ce que je dis, hein, de psychothérapie, alors que la psilocybine et a fortiori le LSD et l'ibogaïne qui ouvrent les fenêtres et on les a pas vus se refermer apparemment, offrent un temps beaucoup plus long. Donc en fait tout dépend de l'intégration. Et on en revient toujours à cette question qui a alimenté à peu près tous nos 4 interventions, hein, qui est le rôle respectif de la molécule, de l'accompagnement, de la thérapie qui peut être fait à ce moment-là. Mais pour la DMT, alors qu'on peut imaginer, par exemple, il y a des caractéristiques cinétiques, notamment, même si on prend la psilocybine va avoir un effet, va monter, et l'interruption de l'effet de la psilocybine en aigu, il est assez net, en fait, ça s'arrête. Par exemple, avec le LSD, la décroissance, Mathias Lichty explique ça très bien dans ses interventions, elle est très très lente. Et en fait, on pourrait imaginer qu'il y a aussi des modalités d'accompagnement psychothérapeutique lors des prises de médicaments qui soient différentes en fonction de ces substances. Et par exemple, un travail peut-être avec le LSD pourrait commencer dès la prise, non pas la prise les 4 premières heures, mais les 4 dernières heures permettraient peut-être de commencer à travailler, ce qui peut être un autre paradigme extrêmement intéressant, alors qu'on est probablement dans des modèles à ce moment-là de réouverture de phénomènes de plasticité. Donc je pense que c'est plus complexe. Alors après, où je pense que vous avez raison, je pense que la DMT va avoir un boom incroyable parce que faire très court, très vite, ça va intéresser tout le monde tout de suite, mais à condition qu'il y ait des effets durables, ce qui reste vraiment à prouver. Alors, comme d'habitude, les questions qui sont posées dans la salle ne sont pas entendues par les personnes qui sont en visioconférence. Donc, je vais les répéter moi avant que vous répondiez. Ce qu'on appelle être un perroquet. Éventuellement, si tu veux bien. Bon. Merci Nancy. Bon, merci à tous, hein. C'était vraiment remarquable, c'était dynamique, intéressant. C'est un domaine que je ne connais pas très bien. Moi, j'avais une question à nouveau sur les doses. Quand vous parlez de DMT, donc dose maximale tolérée, j'imagine, c'est ça? Ah d'accord, alors j'ai rien compris. C'est une... Excusez-moi. Excusez-moi.
Je suis toxicologue, moi la DMT, ça me parle beaucoup plus. Non, mais sur les doses, dans les essais cliniques, comment vous choisissez vos doses? Vous faites des titrations ou vous choisissez une dose par rapport au modèle animal? Par rapport à la Et littérature. ma deuxième question, c'est est-ce que j'ai l'impression que la réponse est non, d'après ce que vous dites. Est-ce que il existe des doses où il n'y a pas justement des doses efficaces, où il n'y a pas d'effets secondaires? J'avais l'impression que pour la kétamine, ça existait. Alors, donc d'abord, sur le choix des doses, de la même manière, hein, comme je l'indiquais sur la question du choix de la molécule, il y a un peu un effet de reproduction, c'est-à-dire que les premières études se sont faites à certaines doses et puis on a vu une efficacité, donc on a plutôt persévéré sur des doses qui pouvaient être identiques. Donc de l'ordre de 25 mg pour la psilocybine, pour le LSD, alors ça dépend des études, mais c'est entre 100 et donc on a vu Luc 300 microgrammes. La DMT, alors ça dépend comment elle est prise, si elle est IV ou si elle est inhalée, enfin bref, mais voilà. En tout cas, ce qu'on cherche à ces doses-là, c'est d'entraîner quand même une expérience psychédélique qui est assez intense. Mais la plupart des essais maintenant, pour essayer de dépasser cette problématique du double aveugle, proposent en fait plusieurs doses possibles. Alors il y a vraiment des essais dont l'objectif c'est de choisir une dose parmi plusieurs et donc qui ont 4, 5 bras avec différentes doses. Mais même dans les essais dont l'objectif est vraiment de montrer l'efficacité de, par exemple, 25 mg de psilocybine, les comparateurs vont être 10 mg et 1 mg parce que si on met que un placebo, bah, c'est évident. Si on met que 1 mg, ça reste quand même évident. Et 10 mg, cette demi-dose, on parlait d'ailleurs de David pour la psychothérapie psycholytique, c'est une dose intermédiaire qui sème un peu le doute, si bien qu'on ne sait pas toujours si la personne a eu la dose complète, une demi-dose, parce qu'il y a aussi beaucoup de variabilité entre les sujets. Donc en fait, on a indirectement une étude un peu de dose pour un objectif qui est plutôt méthodologique de maintien de l'aveugle, mais donc on voit quand même que ces doses plus importantes sont plus efficaces que ces doses plus faibles, comme l'indiquait Luc, avec quand même une sorte d'effet seuil, semble-t-il. Il n'y a pas de, enfin, et c'est assez difficile de trouver une dose qui serait efficace sans effet psychédélique, sans passer par ces subterfuges que j'ai présentés, à savoir l'utilisation d'antidotes ou modifier un peu la structure de la molécule de sorte qu'elle n'active pas le récepteur 5-HT2A de la même manière et donc n'entraîne pas d'expérience hallucinogène. Donc aujourd'hui, on n'a pas on n'a pas trouvé une dose qui serait efficace non psychédélique, puisque le microdosing, à nouveau, a des résultats qui, pour l'instant, sont extrêmement préliminaires et plutôt pas très moyennement probants, je dirais, et en tout cas pas établis. Sur la kétamine, alors, c'est intéressant parce qu'en fait, la kétamine, on l'utilise en pratique clinique de la même manière avec un protocole qui a été complètement copié des premières études et sans vrai rationnel sur la dose. On est d'ailleurs en train de travailler sur cette question-là de est-ce qu'on est vraiment sur la dose optimale? Il y a aussi des grosses variations dans la façon dont les personnes vont métaboliser la kétamine, qui fait que même à dose égale, ils n'ont pas les mêmes doses effectives. Et je trouve ça intéressant que vous parliez d'effets secondaires d'abord, mais surtout la kétamine, les gens à l'hôpital, ils ont des expériences subjectives très intenses. Hein. Donc ils sont dans les lits, alors c'est pas la même chose parce que c'est surtout de la dissociation, mais ils sont quand même, pour certains, assez scotchés. Hein. Ils sont pas avec une dose où il n'y a pas du tout d'effet subjectif. Et d'ailleurs, c'est un peu un paradigme identique, si je puis dire, dans la forme, mais qui n'a pas été du tout utilisé de la même manière, parce que cette dissociation a été perçu comme un effet secondaire qu'on a voulu absolument minimiser. Il n'y a pas de psychothérapie organisée tellement autour de cet effet dissociatif qui dure après pas très longtemps. On revient à la question d'avant, sur autour de 40 minutes. Et donc, on a en fait quelque chose qui pourrait aussi être un espace de psychothérapie augmentée qu'on commence un peu à investir, mais pas tant que ça, quoi. En tout cas, c'est pas institutionnalisé comme ça. Oui, je vais te donner la parole après, mais on va déjà traiter une question du chat. Bonjour, y a-t-il des raisons expliquant l'absence de la mescaline dans les recherches évoquées? Oui. Il y en a, mais très peu. Oui. Il y en a très peu, mais en fait, oui. C'est l'effet de mode. C'est Oui. l'effet de mode. C'est-à-dire que comme il y a une littérature très abondante sur la psilocybine, et qu'on est garanti effectivement d'obtenir des résultats avec l'étude qu'on va engager, on choisit la psilocybine. Mais ça ne veut pas dire que avec la mescaline, ça ne marcherait pas. Oui, pareil, mécanisme d'action très proche. Souvent quand même un récit d'expérience
un peu plus Oui, difficile. Je vous invite à lire les écrits, l'expérience de Sartre, enfin tout ça. Enfin bref, en tout cas, c'est quand même dans les récits d'usagers un produit qui est quand même décrit comme un peu plus éprouvant, je dirais, un peu plus intense quand même. Peut-être que c'est une des raisons, mais vraisemblablement la raison qui l'emporte, je suis d'accord, hein, c'est un effet simplement Mais de... c'était quand même la molécule de choix dans les études initiales, notamment à Sainte-Anne, par exemple, Il y avait pas mal où de psilocybine aussi, on a quand même. montré les effets anti-alcool, Mm. les effets antidépresseurs, c'était préférentiellement avec la mescaline. Oui, Elias. Ou alors il y a des profils métaboliques ou des profils psychologiques qui Non, seraient- on t'entend pas, il faut Alors, que tu soulèves. oui. Voilà. Donc ma question c'est, est-ce qu'on pourrait envisager ces traitements dans la dépression chez l'enfant et l'adolescent? Parce que je crois que toutes vos études concernent uniquement les adultes, n'est-ce pas? Ou alors ce sont des profils métaboliques ou psychologiques différents? Alors, d'abord, alors, première chose, moi je suis pas pédopsychiatre, hein, je suis psychiatre d'adulte, donc ça sort un tout petit peu de mon champ d'expertise. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que le traitement de la dépression chez l'adolescent ou chez l'enfant, bien souvent, on est quand même plus réticent à employer de la pharmacologie parce qu'il y a souvent quand même des enjeux psychologiques et que la psychothérapie est vraiment un traitement de choix, qu'il peut y avoir aussi certaines problématiques avec les traitements antidépresseurs, notamment des effets un peu paradoxaux. Donc on est quand même, on est, je dirais, de manière générale, on a tendance à privilégier vraiment encore plus la psychothérapie au traitement médicamenteux chez l'enfant et l'adolescent. Cela étant dit, il existe des formes de dépression sévère et résistante chez l'enfant. Alors l'enfant tout petit, j'ai vraiment pas beaucoup de connaissances et je pense que c'est quand même voilà, c'est assez compliqué. Mais chez l'ado, en tout cas, oui. Il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, d'études qui soient en cours ou en projet sur cette question-là avec les psychédéliques. Par contre, ça a été un peu exploré avec la kétamine déjà. Je ne sais pas exactement quels sont les résultats, donc je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense pour l'ado, moi je vois pas de raison physiologique évidente, mais ça reste une zone quand même un peu d'ombre et on ne sait pas, par exemple, au niveau cérébral, ces expériences, qu'est-ce que ça peut donner. Bon, il y a évidemment plein d'ados qui ont pris des champignons hallucinogènes avec les copains, mais c'est vrai que est-ce que les données de sécurité, est-ce qu'en termes de sécurité sur un cerveau qui est encore en cours de maturation, est-ce que ça peut amener des problématiques qu'on n'a pas chez l'adulte? C'est une vraie question. Et du coup, je pense que ça ajoute encore à l'obstacle de proposer ça chez l'ado et encore plus chez l'enfant. Oui, puis il est très peu. Autant ça pourrait être éventuellement un protocole avec un promoteur académique, mais j'imagine mal un industriel prendre ce risque en termes de Oui. promotion. Oui. Oui. Il y a deux questions sur le chat. Ouais, on va en prendre une première. Il y en a une qui, alors je ne sais plus qui la pose, mais qui, en clair, dit pourquoi s'embêter à utiliser les autres molécules et à commencer par utiliser les autres molécules si on peut commencer directement avec ça, parce qu'on sait que ça marche. Bah, aujourd'hui, on ne sait pas si ça marche mieux ou moins bien que les autres molécules. Et en tout cas, l'état des lieux, c'est que c'est des traitements qui n'ont pas encore l'autorisation de mise sur le marché, alors que des médicaments antidépresseurs l'ont. Donc, la pratique clinique, c'est de mettre les traitements validés. Évidemment que quand il y aura une validation déjà dans un premier temps de l'utilisation des psychédéliques, si elle arrive, bah, ce sera différent. Et qu'après, il faut des études comparatives, parce que sans ça, on peut pas répondre à cette question. Voilà. Et on peut rajouter quand même qu'il y a une réticence à utiliser ces produits. Dans le milieu médical, il y a eu un sondage qui montre que les médecins, de manière générale, sont très réticents. Il ne faut pas oublier que ces molécules ont été classées comme stupéfiants et donc prohibées par la commission spécialisée de l'ONU. Et ça a duré des années et des années. Et c'est encore vrai d'ailleurs. Oui, tout à fait. Lorsque le produit est disponible, ce sont des exceptions. Oui, après, quand même, la communauté médicale est plutôt ouverte à la question. On avait refait un sondage. Alors, il y a des sondages un peu dans tous les sens, mais quand même, la plupart des... Alors, c'est aussi toujours le problème des sondages, parce que qui est sondé, qui répond au sondage, peut-être les gens déjà intéressés et convertis à la cause. Mais en tout cas,
moi, ce que j'observe, c'est plutôt une forme de curiosité, souvent une méconnaissance en fait de ces données qui restent encore. Alors moi, j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais en fait, ça reste assez confidentiel. Et au final, quand on parle de cette efficacité immédiate et durable, tout le monde ouvre des grands yeux et est très intéressé. Donc, y compris dans les autres spécialités. Donc, moi, je ressens pas, je dirais, une réticence de principe. Et je pense que la société a beaucoup bougé ces dernières années au gré des données scientifiques qui sont quand même assez implacables sur la partie bénéfice-risque. C'est-à-dire des bénéfices qui semblent très importants avec une tolérance qui est quand même vraiment bonne dans les essais. Et donc, quelque chose qui est effectivement qui peut pas laisser indifférent. Et ce ne sont pas des drogues, hein, on ne l'a pas précisé, Non, mais mais il n'y a bon. pas de mésusage à ce niveau-là. Ouais. C'est bon à entendre, d'autant que pour des pathologies comme la fibromyalgie, par exemple, comme aussi l'addiction à la cocaïne, l'addiction, d'autres types d'addictions, on n'a pas d'antidote. Donc, si effectivement ces produits fonctionnent, on peut s'en féliciter. Oui, tout à fait. Alors, on a une question assez longue sur le chat qui vient de Chloé Gardin, qui est anthropologue. Alors, je pense qu'il faudrait se pencher sur les enjeux autour de la traumatologie dite complexe, par exemple, victime de violences, abus sexuels, accidents et chocs violents, etc. Peut-être si l'expérience est trop éprouvante pour les consultantes, ceci pourrait aller de pair avec les consultations en victimologie qui se développent un peu en France et à travailler en parallèle sur les étiologies des troubles et symptômes, pas seulement dépression, etc. Est-ce que ce sont des champs d'intervention que vous envisagez? L'utilisation de la, j'en parlais rapidement au début de mon intervention, quand même, l'utilisation de la MDMA, même si la MDMA n'est pas un psy classique, mais la première indication, ça a été le stress post-traumatique. Et d'ailleurs, Donald Trump, quand il a décidé à la fois de financer, mais surtout, sans doute plus important que le financement, de lever les barrières administratives qui ralentissaient en fait beaucoup l'initiation de ces études aux États-Unis, a mis en avant les vétérans, la question du trauma chez les soldats, vétérans. Donc c'est au premier plan, hein, la question du stress post-traumatique, il me semble qu'elle est au premier plan en termes d'indication dans l'usage. Si je dois juste compléter, je pense que par contre, ça impose quand même un accompagnement psychothérapeutique qui est quand même, pour le coup, qui, à mon avis, est absolument essentiel parce que il y a quand même des personnes qui ont des reviviscences traumatiques pendant les prises de psychédéliques et qu'il faut pouvoir accompagner ça. Donc, en termes d'accompagnement, on n'est pas sur la même exigence, je pense, que ce qu'on pourrait exiger d'un accompagnement pour quelqu'un qui présente une dépression, une anxiété sans cette dimension d'antécédent ou de trauma. Très bien, on va prendre une dernière question dans la salle, puisqu'il est 17 heures. Si vous pouviez répéter la question à Oui, peu près. alors la question porte sur les analogues non hallucinogènes et sur l'étendue de nos connaissances, notamment en termes d'effets aigus, c'est-à-dire est-ce que ça entraîne des effets émotionnels, quid de la pertinence de l'accompagnement thérapeutique s'il n'y a pas d'expérience aiguë, et je crois, enfin en gros à peu près autour de ça, voilà, sur
sur ces produits-là. Alors on n'a pas beaucoup d'infos parce qu'en fait, pour l'instant, ça a surtout été testé chez l'animal qui ne peut pas tellement nous rapporter des effets émotionnels et tout ça. Il y a quelques récits d'expérience sur les forums de gens qui se sont procurés je ne sais pas comment et qui racontent qu'effectivement pas trop d'effets, pour certains quand même des effets, donc il y a une espèce de variabilité avec toute la, je dirais, la difficulté de faire la part du vrai et du faux sur ce type de témoignages. Là, il y a des études de phase 1 qui sont en cours. À ma connaissance, pas d'effets subjectifs rapportés, des effets quand même en EEG, je dis ça de tête, et je pense que après, faudra voir ce que ça donne aussi. Là, c'est chez des volontaires sains, faudra voir ce que ça donne chez les personnes qui ont des troubles psychiatriques parce que ça peut être différent. Premier élément. Deuxième élément, pour moi, c'est absolument pas, et d'ailleurs même dans l'étude pour laquelle on vient d'ouvrir les inclusions, pour moi, il n'y a pas du tout d'antinomie entre le fait de vouloir, c'est-à-dire la suppression de l'expérience psychédélique ne doit pas amener à la suppression de la psychothérapie, puisque l'hypothèse que l'on fait, c'est que même sans expérience psychédélique, ce qui est thérapeutique d'un point de vue pharmaco, c'est la neuroplasticité. Et cette neuroplasticité, elle est à exploiter avec la psychothérapie. Et donc pour moi, si on a des neuroplastogènes non psychédéliques, faire de la psychothérapie reste tout à fait pertinent. Et d'ailleurs, la psychothérapie que l'on fait en aigu pendant l'expérience psychédélique, elle est assez rudimentaire. En fait, c'est surtout, on sécurise la prise, on rassure la personne, etc. Mais en fait, on rentre pas dans des gros enjeux psychothérapeutiques avec quelqu'un qui est dans un état hyper second. Enfin, ce serait un peu, voilà, donc au final, la place de la psychothérapie, peut-être avant serait peut-être pas indispensable, mais en tout cas dans l'après, et de pouvoir justement travailler sur les représentations dans cette fenêtre de plasticité, et tout à fait reste la même, il me semble, bien qu'il n'y ait pas le matériau psychique qui a été révélé par l'expérience avec ces neuroplastogènes non hallucinogènes. Eh bien, je vais donner la parole à notre ami et collègue Michel Hamon qui va conclure brièvement la séance. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier évidemment très vivement nos 4 intervenants qui ont été tous très brillants et qui ont montré qu'il se passait quelque chose de majeur dans le monde de la psychiatrie, alors que nous étions en dormance depuis déjà quelques décennies. Certes, il y a eu la découverte et puis le développement des antidépresseurs, d'abord la chlorpromazine, encore une fois je me répète, mais antidépresseurs, anxiolytiques, qui ont bouleversé la psychiatrie dans la mesure où on assiste, moi dans les cours que je faisais, je montre toujours une courbe où on a le nombre de patients malades dans les asiles ou hôpitaux psychiatriques, et puis qui est croissante, et puis au moment où arrive la chlorpromazine, et puis ensuite les autres psychotropes, eh bien il y a une diminution considérable des hospitalisés, et avec, pour beaucoup d'entre eux, retour à la vie quasi normale, en tout cas en milieu familial, activité professionnelle, etc. Et ça, c'était les années 60. Ensuite, effectivement, on a développé des MeToo, c'est les ISRS, par exemple, pour les antidépresseurs. Lorsqu'on a découvert que l'imipramine bloquait, je tiens à signaler que c'est mon patron, Glowinski, qui a démontré l'inhibition de recapture donc des monoamines par l'imipramine. Et ensuite, il y a eu effectivement les antipsychotiques, enfin les neuroleptiques, on a eu les atypiques, etc. Mais c'était finalement des petites touches par rapport à l'avancée majeure qui a constitué ce qui s'est passé dans les années 50-60 avec la découverte de Delaine, Necker et Laborit avec la chlorpromazine. Et bien là, on a l'impression, en fonction de tout ce que vous avez dit, qu'on est à la veille non pas d'une renaissance, je dirais, mais d'une véritable révolution, dans la mesure où on a des molécules qu'il ne faut pas administrer de façon chronique, en espérant un effet, mais qu'une seule dose ou 2 doses suffisent pour régler les problèmes, et ceci à très long terme. Donc on se retrouve là avec un nouveau type de thérapeutique, et effectivement, ça mérite d'être soutenu. Et fort heureusement, d'après ce qu'on a entendu, il y a effectivement aux États-Unis
Mais il y a aussi en Australie, hein, on n'est pas mentionné l'Australie, mais ces produits sont déjà utilisés en clinique, notamment pour la dépression avec la psilocybine. Et il y a aussi des choses qui se passent dans beaucoup d'États aux États-Unis. Je pense qu'en Suisse, ils sont aussi en avance. Donc, on est vraiment à la veille d'une révolution dans la prise en charge des pathologies psychiatriques par les drogues, mais aussi, n'oublions pas, la psychothérapie qui est absolument indispensable. Donc, merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci.